a eu lieu en janvier et portait sur le bail commercial. Vous étiez là aussi nombreux à vous être inscrits. Et donc, on a fait le choix d'organiser un second rendez-vous qui porte effectivement sur la problématique de l'action locale sur la thématique du commerce. Dans quelle mesure vous, en tant que collectivité locale, vous êtes susceptible d'intervenir sur la problématique du suivi du commerce et de la réglementation du commerce sur vos territoires respectifs. Et donc, sur cette problématique-là, j'ai demandé à ma collègue Aurit Tolomio, qui est responsable du service Inforec, qui est le service juridique de la Chambre de commerce et d'industrie régionale d'Île-de-France, d'intervenir sur cette problématique-là qui, au regard du lendemain des élections municipales, est un enjeu aussi tout aussi important pour vos collectivités locales, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le commerce de proximité en ce moment rencontre un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'exploitation de leur activité professionnelle. À ce titre-là, je vous confirme que je continue à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés et notamment les commerces. Donc n'hésitez pas, si vous euh, identifiez sur vos territoires respectifs des commerçants qui vous font remonter un certain nombre de difficultés quant à l'exploitation de leur activité commerciale, à se rapprocher de leur CCI et donc de moi pour qu'ils puissent bénéficier de cet accompagnement. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Orit pour qu'elle puisse commencer son intervention et puis qu'elle puisse également peut-être se présenter au-delà de ce que j'ai d'ores et déjà dit. Merci à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis Aurélie Tolomio, je suis la responsable du service Inforec, qui est le service juridique de la Chambre dédié aux entreprises, donc je fais partie de la région. Pour vous parler rapidement de moi, je suis une ancienne avocate en droit Non, immobilier. je démarre une visio. Euh, je suis une ancienne avocate en droit immobilier, ce poste-là à la Chambre, où je suis à la Chambre depuis plus de 3 ans, c'est mon premier poste dans le monde consulaire, on va dire. Tout le reste, c'était dans le monde privé. Alors, je vais vous présenter du coup un point sur tout ce qui est droit et devoir des collectivités. Je vous annonce d'ores et déjà que bon, n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la présentation, hein. Julien se fera un plaisir de les retranscrire à l'oral, puisque quand moi je vais vous présenter le document, je pourrai pas, enfin je vous verrai pas. Donc n'hésitez pas. Vous verrez également, je vous ai égrené au fil de la formation des petits cas pratiques qui vous permettront du coup de pouvoir aussi discuter à voix haute et entre vous pendant cette formation. Ça évitera de faire un cours magistral que moi je trouve un petit peu moins intéressant, que je préfère quand les personnes participent. Donc voilà, donc je vais partager le document. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? C'est bon? A priori, tout le monde le voit. En tout cas, moi je le vois, Orit. Oui, on le voit, oui, merci. Ok, parfait. Super. Alors, à quoi va servir cet atelier? Les objectifs, quels sont-ils? C'est comprendre le cadre légal et la pratique de l'action communale, maîtriser le contrôle et, hop, pardon, et les limites de l'action municipale et acquérir une culture et des réflexes entourant la responsabilité. Donc, je veux bien. Attendez, ça bug. Voilà. Donc, moi, je vais faire deux points principaux. Premièrement, tout ce qui concerne la responsabilité des communes. Donc, la responsabilité des communes, c'est surtout tout ce qui va être le pouvoir de police. Et ensuite, on fera un point sur les devoirs des villes vis-à-vis des commerçants. Et là, je suis partie d'un commerçant qui s'installe en ville. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que collectivité au moment de l'installation, au cours de la vie et à la fin. Donc, les principes généraux, je n'ai pas fait de grande partie sur quels sont euh, les droits, les compétences des collectivités. Bon, j'ai estimé que normalement, vous êtes censé savoir quelles sont les compétences de la mairie, les compétences transférables aux EPCI, etc. Donc là, je parle vraiment des principes généraux.
de la police municipale. Alors, qu'est-ce que c'est? La police municipale. La police municipale désigne l'ensemble des mesures permettant d'assurer la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et depuis une trentaine d'années, la dignité humaine. Donc, c'est un arrêt Morsang-sur-Orge. Euh, Tout l'enjeu des collectivités, ça va être de relier un cas concret à ces principes qui sont par nature très larges et très vagues. Si vous voulez, la sécurité publique, ça peut englober des tas de choses. C'est pas une définition extrêmement précise et c'est fait exprès pour justement qu'il puisse y avoir une certaine souplesse dans l'activité et la gestion des collectivités. Mais en tout cas, sachez que toutes les décisions des collectivités devront avoir ces principes-là en vision large. Donc sécurité, tranquillité, salubrité, dignité. Alors, la responsabilité administrative du fait de la police municipale. Dans quel cas la collectivité est responsable? Donc, quelle est la règle? Là, la règle a changé depuis quelque temps. Avant, on était sur une faute lourde et maintenant, c'est la faute simple. Pourquoi est-ce qu'on a changé de règle? Parce que déjà, ça nous permet de simplifier le droit de la responsabilité. Ça permet de rechercher une meilleure indemnisation des victimes. Et enfin, ça nous permet une réduction de la frontière entre police municipale et les autres activités administratives qui étaient déjà sous le régime de la faute simple. Donc en fait, de manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour engager la responsabilité de la commune, il faut démontrer trois choses. Premièrement, une carence. Donc, ça veut dire que la mairie n'a pas fait son boulot. En gros, elle n'a rien fait. Deuxièmement, une mesure inadaptée. Donc, soit il n'a rien fait, soit elle a fait une mesure qui, en fait, n'est pas suffisante. Ou une mesure disproportionnée. D'accord? Donc, on va voir ça. Alors, on va donner des exemples. Donc, premier cas pratique. Je vous la lis, hein, mais ce sera à vous de me donner les réponses. Le maire d'une commune touristique adopte un arrêté imposant la fermeture de tous les bars à 22 heures, invoquant des troubles à la tranquillité publique. Aucun trouble précis n'est constaté depuis plusieurs mois. Plusieurs exploitants saisissent le tribunal administratif. Question. Première question. Le maire est-il compétent pour prendre cet arrêté? Deuxièmement, l'arrêté est-il légal? Et troisièmement, la commune engage-t-elle sa responsabilité? Donc, à votre avis? On vous laisse le temps de réfléchir à ces différentes questions voilà, soumises par Orit. Et puis celles et ceux qui ben, souhaitent répondre, ou en tout cas proposer une réponse aux questions posées par Orit dans le cadre de ce cas pratique, n'hésitez pas à lever la main et du coup à ouvrir votre micro. Après, s'il n'y a personne qui a la réponse, Orit va nous faire le plaisir d'apporter les réponses. Mais Camille. Alors oui, le maire, il est compétent pour prendre cet arrêté. Ouais. C'est bon? Je réponds à toutes ou... Bon, allez-y, allez-y. Après, si les autres veulent Emmanuel rajouter, a qu'ils levé la n'hésitent main pas. Hein. aussi. Oui, j'aurais dit que l'arrêté est légal et qu'effectivement la commune engage sa responsabilité, puisqu'elle est attaquable si effectivement il n'y a aucun trouble constaté. Je pense que ça peut être challengé par une décision de justice. Alors, oui et non. Ah bon? Alors, le maire est compétent, oui. L'arrêté est illégal. Alors, pour pouvoir imposer la fermeture de tous les bars à 22 heures, imposant des troubles à la tranquillité publique, ça veut dire qu'on a constaté précédemment des troubles à la tranquillité publique. Puisque, on va le voir un petit peu plus loin, mais le pouvoir de la collectivité, c'est un pouvoir de prévention, la police municipale, à la différence des pouvoirs de police judiciaire. Ils sont différents. Donc, du coup, là, pour moi, il serait annulable. Et donc, du coup, la commune engage-t-elle sa responsabilité? Bah oui, Oui. aucun trouble précis n'est constaté. Donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que l'arrêté va être annulé. Mais il Si sera vous avez peut-être des questions ou si il vous sera avez peut-être même même... annulé avant même La la saisine du publication. tribunal administratif par la préfecture, cas échéant. Oui, Parce que je vous rappelle que le préfet assure un contrôle de légalité des arrêtés pris par vos élus locaux. Donc, exactement. mais effectivement, c'est un vrai sujet parce que moi j'ai évoqué, certains d'entre vous ont assisté
l'année dernière. D'ailleurs, le replay, comme je le disais, est disponible sur le site de la CCI Seine-et-Marne sur la problématique de la gestion des licences débit de boissons à consommer sur place et notamment sur le cadre préfectoral qu'impose l'arrêté préfectoral quant aux horaires d'ouverture et de fermeture de des établissements de cette nature à l'échelle du département, en sachant que votre maire, votre élu local, a la possibilité lui aussi de réglementer, mais là encore sous l'égide de ce pouvoir de police. Donc, Mm. mais bon, je vais laisser Orit en parler Mm. encore mieux que moi. Non, et puis souvent, ce cas-là, j'ai pas mis le cas de la fermeture des bars à 22 heures par hasard, hein, c'est vraiment, il y a quand même des collectivités où quand il y a des bars qui s'installent, les résidents, notamment, sont pas particulièrement ravis. Et donc, du coup, pour éviter, ou pour en tout cas faire plaisir aux résidents, on a des collectivités qui, du coup, restreignent d'ores et déjà l'activité des bars. Mais du coup, alors qu'il n'y a rien, il n'y a strictement rien à constater. Alors, quels sont les caractères généraux de l'acte de police? Donc, premièrement, le pouvoir de police municipale, c'est un pouvoir unilatéral. Ça veut dire que le maire ne peut pas contracter les missions de police. Et ça, c'est très très clair, hein, depuis les années 30. Hein. Donc voilà, la surveillance des voies publiques, le stationnement, etc. Les contrats sont entièrement illégaux. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une commune ne peut pas confier la surveillance de la circulation à une entreprise privée. Et toute clause contractuelle qui confie une mission de police est illégale et inexistante. Et qu'est-ce que ça veut dire également par conséquence? Ça veut dire que c'est la commune qui reste civilement responsable des dommages éventuels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a contracté des missions de police et qu'il y a un incident qui se produit, la commune reste civilement responsable. Donc c'est à elle qui va devoir régler des dommages et intérêts. Deuxièmement, C'est le vrai. service est gratuit. Pardon, c'est vrai aussi pour le contrôle de vitesse? Les services de police, bonne question. Parce qu'aujourd'hui, au niveau national, Non, c'est souvent non, sous-traité. c'est sous contrat, c'est sous DSP. D'accord. Ok. La police est un service gratuit. Donc la commune ne peut pas facturer une intervention de police. Hein. Je vais vous donner des exemples parce que c'est déjà arrivé. Il y en a qui ont voulu facturer les cellules de dégrisement. Donc une personne qui est arrêtée en état d'ivresse, qui va passer une nuit en cellule de dégrisement, il y a des collectivités qui se sont dit, bah tiens, je vais facturer. Donc ça, c'est pas possible. Hein. Ensuite, la police administrative est un pouvoir préventif et proportionnel. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la police administrative va agir en amont et pas en amont des problèmes éventuels, pas en aval. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, le pouvoir, par exemple, d'enquête, qui a un pouvoir typiquement de police judiciaire. Je vais vous donner des exemples très pratiques et ça, c'est un vrai sujet qui actuellement se discute à l'Assemblée nationale, notamment pour tout ce qui est commerce illégaux. Je pense à des jeux des jeux d'argent ou autres, où on a un pouvoir du maire qui est un pouvoir du coup préventif et qui se retrouve confronté à comment dire, à une impossibilité d'action du fait de cette limitation de pouvoir de police administrative. Par exemple, le maire doit intervenir avant que le trouble ne se réalise. Mais par exemple, ça peut être un arbre qui menace de tomber, ça peut être une circulation qui est dangereuse, ça peut être des risques d'éboulement, ou ça peut être des bruits répétitifs. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous entrez dans un commerce où le maire a des soupçons sur un commerce illégal. Je vais prendre le jeu d'argent, hein, voilà, des tables avec, je sais pas, des poker, ce que vous voulez. Lui ne peut entrer et ne fait que constater. C'est-à-dire qu'en gros, il doit les prendre sur le fait. Il n'a pas le droit, il n'a pas le pouvoir d'aller enquêter, d'aller prendre le nom des gens, d'aller regarder ce qu'ils ont fait, d'aller faire ce qu'on appelle une descente. Ça, c'est la police judiciaire. Tout le problème, et je vous le dis, hein, parce que là, en ce moment, c'est en réflexion à l'Assemblée nationale, ce qui est en train d'être discuté, c'est la possibilité pour les collectivités de d'avoir une délégation de certains pouvoirs de police judiciaire pour justement, dans ces cas-là, pouvoir intervenir seul et de manière beaucoup plus rapide et efficace. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, si vous avez ce genre de problématique avec certains commerces de votre ville, vous avez dû voir qu'il faut une corrélation
entre le pouvoir de police administrative et le pouvoir de police judiciaire, donc entre la collectivité et le préfet également. Et là, tout de suite, c'est plus long, c'est plus compliqué et souvent, c'est pas très efficace. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment bien retenir. Ensuite, la police administrative, c'est une mesure qui doit être proportionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la proportionnalité? Et ça, c'est très important parce que le juge, pour tout contentieux que vous allez avoir, va se pencher sur cette question de proportionnalité. La mesure que vous prenez en fonction de votre pouvoir de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Nécessaire, ça veut dire qu'elle doit être utile. Adaptée, ça veut dire qu'elle elle doit suffire à prévenir le trouble. Et enfin, elle doit être proportionnée. Par exemple, je reprends mon exemple du bar qui ferme à 22h ou à 20h. Ça, c'est disproportionné. Pourquoi? Parce que dans les us et coutumes, un bar, il ne fait pas son chiffre d'affaires entre 18 et 20h. Il le fait un peu plus tard. Et c'est disproportionné de fermer un bar à 20h. Sauf s'il y a vraiment des troubles à l'ordre public ou des nuisances sonores répétées, ou là, par exemple, il va y avoir un défaut d'hygiène ou quoi que ce soit. Mais ça, il faut des billes si vous voulez pouvoir le faire. Donc, sachez que la mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Et je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à chaque fois. C'est à vous, en tant que collectivité, au cas par cas, de déterminer ce qui est nécessaire, adapté et proportionné. Et c'est ce que fait le juge d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire, enfin, sinon c'est une liste à la Prévert que je vous fais sur les décisions de jurisprudence. C'est au cas par cas, vous devez vous poser les questions. Voilà, j'ai en face de moi des principes de sécurité, salubrité, sûreté, dignité humaine, etc. Principes généraux. De l'autre côté, je dois avoir une mesure qui est nécessaire, adaptée, proportionnée. Voilà mon risque. Comment je fais la balance? Et ça, c'est un art qui est délicat et ça va être tout votre travail en réalité. Donc, je vais passer à l'autorité de police. Qui a autorité de police administrative, hein, toujours? Donc, c'est soit le maire, soit le préfet, soit le PCI, en fonction. Donc, le maire, il a l'autorité de police générale. Et là, c'est dans le code, hein, donc c'est ordre public matériel, la protection des personnes, la dignité humaine, la prévention des accidents, le contrôle des animaux, la pollution, les risques naturels, etc. Le maire agit au nom de la commune, mais aussi au nom de l'État dans certains cas. Et la responsabilité du maire, du coup, est différente en fonction de s'il agit au nom de la commune ou s'il agit au nom de l'État. C'est ce qu'on appelle le dédoublement fonctionnel. J'en parlerai très très rapidement, mais tout à la fin, parce que je ne m'attarde pas sur la responsabilité du maire particulièrement. Je me suis vraiment attardée sur la responsabilité de la commune. Ensuite, le préfet. Il a une autorité de police subsidiaire, c'est-à-dire que il peut se substituer au maire en cas de carence. Donc, typiquement, le maire ne fait pas ce qu'il faut, ne prend pas les arrêtés qu'il faut, ne prend pas les mesures qu'il faut. Au vu du risque que cela engendre, le préfet va dire, bah, écoutez, vous ne faites pas votre travail, je vais prendre votre place. C'est clairement ça. Ou il peut exercer la police générale dans les communes à police étatisée. Alors là, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Et enfin, il peut exercer des polices spéciales. Donc ça, on va le voir un peu plus tard ce que c'est qu'une police spéciale. Ça va être la sécurité de certains événements, par exemple des manifestations, etc. Point clé, si le préfet agit comme maire, c'est-à-dire que s'il se substitue au maire en cas de carence, si le préfet crée des dommages, c'est la commune qui sera responsable, même si les dommages ont été créés sous l'autorité du préfet et sous l'action du préfet. Par contre, si le préfet agit au titre d'une police spéciale, c'est l'État qui est responsable. Bon, ça arrive quasiment jamais, ça, hein, je vous le dis. L'État responsable, ça arrive quand même pas beaucoup. Enfin, vous avez l'intercommunalité, vous avez le PCI. Et donc là, ça va dépendre de où est-ce que vous vous situez, parce que certains pouvoirs de police peuvent être transférés au président de l'EPCI. Par exemple, je vais vous prendre l'assainissement, les déchets, la publicité extérieure. Et dans ce cas-là, s'il y a une responsabilité la responsabilité est portée à l'EPCI et non plus à la commune. C'est-à-dire que la délégation, entre guillemets, de pouvoir
emporte également le transfert de responsabilité. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? N'hésitez pas à lever la main si vous avez des réactions par rapport à ce qu'a évoqué Aurid d'ores et déjà sur la compétence de police du maire et notamment sa distinction avec celle du préfet. Non, non, c'est clair pour l'instant, merci. Ok. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le domaine de la police municipale et la responsabilité de la commune. Donc, premièrement, la prévention des accidents. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris les différents cas que vous allez le plus souvent rencontrer. Puis, en fait, on va regarder en cas d'accident, de circulation, de stationnement, etc., etc., quelle est la règle, quelle est la responsabilité. En fait, j'ai fonctionné comme ça. Donc, premièrement, sur les accidents, quelle est la règle de droit? On l'a vu tout à l'heure, le maire doit, par anticipation, prendre des mesures convenables pour prévenir des accidents. Donc, quelle est la nature de cette obligation? C'est ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcée. L'obligation de moyens renforcée, elle se situe entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. C'est-à-dire que la mairie doit absolument tout faire pour que le risque, que le dommage ne survienne pas, ou que l'accident, en tout cas, ne survienne pas. Et voilà. Quelles sont les obligations précises du maire dans ce cas-là? Premièrement, il doit signaler les dangers. Alors là, je vous ai trouvé quelques jurisprudences. Mais par exemple, une branche d'arbre dangereuse dans l'agglomération, un ravin non signalé sur un lieu fréquenté, ou alors là j'avais mis plage dangereuse, un panneau insuffisant car le danger n'était pas précisé. Donc en l'occurrence là c'était des requins qui étaient là. Mais donc, voilà, vous comprenez que par exemple, je vais vous donner un exemple typiquement lié au commerce. J'ai eu le cas d'un commerce qui avait un droit de terrasse mais qui n'était pas collé à son commerce, qui était, vous deviez traverser une rue et ensuite vous aviez une place où il y avait du coup une place où les gens pouvaient se balader, etc. Et en fait, il avait une terrasse à cet endroit-là. Et donc la question, c'était la rue qu'il devait traverser. C'est une rue circulante. C'est une rue où il y a des voitures, des vélos, est-ce que vous voulez. Comment la mairie, quelle est l'obligation du maire pour signaler le danger et être conforme à son obligation de prévention des accidents? Et donc, du coup, ça, c'est une réflexion que vous devez avoir. Et donc, ça dépend de à quel point elle est circulante, cette rue, quel type de véhicule circule, s'il y a des camions de livraison, si, enfin, vous voyez, ça va dépendre de votre cas particulier, mais ça peut aller d'un petit panneau, ça peut aller à, je ne sais pas, moi, mettre des bandes au sol comme s'il y avait un petit passage piéton, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être plusieurs solutions qui doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à votre cas précis. Si je devais faire un parallèle, j'ai vu ce cas d'espèce moi sur l'agglomération lyonnaise. Quand vous allez sur Lyon, au niveau de la place Bellecour, c'est une place rectangulaire où vous avez effectivement des commerces tout autour de la place et un certain nombre de restaurateurs et cafetiers installaient effectivement leurs terrasses, ce qu'on pourrait presque on pourrait appeler une contre-terrasse, mais sur la place en question. Et du coup, la réglementation du maire a fait que la circulation automobile est limitée en termes de vitesse à 20 km/h pour Mm. justement éviter Oui, la limitation de vitesse, c'est aussi une solution. voilà. Donc on peut avoir ce cas-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de terrasses de cette nature-là qui sont existantes sur vos communes respectives, mais effectivement, la mise en place d'une réglementation stricte sur l'étalage des terrasses et notamment des contre-terrasses pour la mise en sécurité à la fois, bien sûr, des clients de l'établissement, mais aussi des collaborateurs qui sont amenés à aller servir sur cette terrasse, c'est important. Quels sont les critères de mise en cause sur cette obligation de prévention des accidents? C'est-à-dire, qu'est-ce que la mairie va prendre en compte pour pouvoir décréter une mesure et que cette mesure soit, donc je vais le répéter encore une fois, hein, nécessaire, adaptée et proportionnée. Déjà, voir s'il y a une existence d'accident antérieur et deuxièmement, s'il y a un péril réel objectivement identifiable. Donc, je vais reprendre mon idée de commerce avec la terrasse qui se trouve, et entre les deux, il y a la rue circulante. Est-ce que déjà, il y a eu des accidents, donc des personnes qui ont été percutées par ou des vélos ou autres? Est-ce qu'il y a un péril réel objectivement identifié? C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que là où on est, effectivement, il y a un risque réel d'accident. Donc, en pratique, qu'est-ce que vous devez faire pour la prévention des accidents?
Il faut vérifier l'état de la route, hein, donc voir s'il y a le chemin est dangereux, etc. Consigner les passages d'agents, installer des panneaux visibles et renouveler la signalisation effacée ou vandalisée. Donc là, c'est en fonction de où vous êtes. Mais là, voilà, en pratique, ce sont des mesures qui sont parfaitement correctes. Deuxième point, deuxième obligation, celle de réaliser les travaux nécessaires. Donc là, c'est très simple, hein, c'est si par exemple vous avez une rue commerçante et dans votre rue commerçante, vous avez des nids de poules et je prends un exemple tout bête, hein, mais la chaussée qui n'est pas en bon état, typiquement, si vous ne réalisez pas en tant que commune les travaux nécessaires, vous allez être responsable des accidents qui se sont mis, qui auraient eu lieu, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, pareil, on vérifie la compatibilité financière des travaux. Il faut prioriser les zones que l'on va, excusez-moi, les plus dangereuses pour pouvoir justement réaliser les travaux. Et une chose très très importante, c'est également le budget. Quand vous devez réaliser des travaux nécessaires, ça veut dire que la mairie va devoir dépenser de l'argent. Sachez que cette obligation de réaliser les travaux nécessaires, elle peut ne pas être accomplie si les travaux prévus excèdent objectivement les moyens de la commune. C'est-à-dire que si les travaux qui doivent être mis en place pour éviter la prévention des accidents, enfin pour éviter plutôt les accidents, ne sont pas des moyens de l'entreprise, excusez-moi, de la collectivité, et qu'en plus, le budget demandé est trop important par rapport à ce que la commune peut faire. C'est-à-dire même en faisant, enfin, elle ne peut pas le faire. Donc dans ces cas-là, ça, c'est la seule possibilité pour la collectivité de ne pas réaliser ces travaux. Deuxième point, vous avez la police de la circulation et du stationnement. Alors, quelle est la règle de droit? Alors, le maire est compétent en zone urbaine pour réguler la circulation, organiser le stationnement et prendre les mesures de sécurité routière. Alors, la responsabilité, il y en a plusieurs. Vous avez premièrement la responsabilité sans faute, c'est celle qu'on voit depuis... la responsabilité sans faute, excusez-moi. Donc là, ça veut dire que même s'il n'y a pas de faute, dès le moment où le préjudice est anormal et spécial, la mairie est responsable. On paiera des dommages et intérêts. Par exemple, une mesure typique, la responsabilité sans faute d'une collectivité. Vous prenez une mesure de police légale, par exemple, vous mettez un nouveau sens de circulation dans votre ville. Or, ce nouveau sens de circulation va ruiner le commerce d'un particulier parce que votre commerçant, alors avant, il devait y avoir un passage important. À cause de votre nouveau sens de circulation, il n'y a plus de commerce qui passe et du coup, le commerçant du coup perd de son chiffre d'affaires et à la limite de déposer le bilan. Dans ces cas-là, alors que modifier un sens de circulation, c'est parfaitement légal et c'est une mesure qui peut être nécessaire, adaptée, proportionnée par rapport à la généralité, au plan de circulation général de la ville, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'un commerçant se trouve lésé au point de risquer de perdre son commerce, là, de ce simple fait-là, la commune sera responsable et du coup le versera pour être condamné à verser des indemnités. Ça a déjà été jugé par la jurisprudence, hein, donc du coup, je n'invente strictement rien. Donc, ce que va faire la jurisprudence dans ces cas-là, c'est d'aller regarder dans les comptes du commerçant et d'aller analyser son chiffre d'affaires, voir si la mesure prise par la commune est vraiment le point qui va faire basculer le chiffre d'affaires. Et donc, pour tout vous dire, le juge va prendre en compte une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 20%. En deçà de 20%, elle estime que le préjudice n'est pas anormal ni spécial. Deuxième responsabilité, ça peut être la responsabilité pour dommages de travaux publics. Par exemple, je vais prendre l'exemple tout bête des feux tricolores. On a des feux défectueux, ça crée des accidents. La responsabilité de la commune est engagée. Il y a des ralentisseurs qui modifient l'assiette de la voie. Également. Enfin, vous avez les mesures disproportionnées ou inadaptées.
Donc ça veut dire que, comme son nom l'indique, hein, les mesures sont trop drastiques en termes d'interdiction pour pouvoir être nécessaires, adaptées et déproportionnées. Donc du coup, elles seront retoquées. Donc exemple tout bête, je reprends mon histoire de fermeture d'un bar à 20h. Donc ça, c'est une faute. L'interdiction générale de haut-parleurs dans une ville également, que moi je pense dans le cas des fêtes foraines, etc. Si on veut interdiction générale de haut-parleurs, ça c'est illégal. En pratique, comment vous faites pour cadrer un petit peu vos mesures pour éviter qu'elles soient disproportionnées ou inadaptées? Donc en pratique, il faut éviter les interdictions générales. Ça passe pas du tout, hein. Deuxièmement, il faut motiver toutes les mesures. La motivation des mesures, c'est pas obligatoire, mais néanmoins, ça vous sécurisera en cas de contentieux. Et troisième point, il faut recueillir les faits. Bon, s'il y a des nuisances sonores, il faut aller constater des nuisances sonores d'un commerce X ou Y, donc aller voir régulièrement, recueillir les incidents, s'il y en a, pour pouvoir alimenter l'interdiction que vous allez mettre en place, afin que s'il y a un contentieux, vous puissiez démontrer que votre mesure, elle est bien nécessaire, adaptée et proportionnée. Ensuite, la police des loisirs. Alors là, c'est un peu particulier, mais c'est tout ce qui est baignade, ski, manifestation. Donc là, c'est la même police pour tous, que ce soit des spectacles, des fêtes, des événements, des stations de ski, etc. Donc en fait, étant donné que c'est exactement la même responsabilité, je le mets dans l'ensemble, même si je me doute que, bon, par exemple, les stations de ski ne vous concernent pas particulièrement. Mais tout ce qui concerne les spectacles, les fêtes et les événements, ça, vous en avez régulièrement dans vos collectivités. Quels sont les contours de la responsabilité de la commune? Alors, la commune est responsable dans les cas suivants. Premièrement, si elle organise le spectacle. Deuxièmement, si elle choisit, moi je pense notamment au 14 juillet, un artificier qui est inadapté, par exemple, ou si elle sécurise insuffisamment le périmètre. Je reprends l'idée de l'histoire de mon feu d'artifice. Si vous ne sécurisez pas suffisamment le périmètre et que les retombées du feu d'artifice créent des incidents, typiquement, ça retombe sur les citoyens, hein, les passants, là, du coup, vous êtes responsable. Et comme toutes les fautes, quasiment maintenant, vous êtes sur de la faute simple et plus sur la faute lourde. Ensuite, vous avez la police de la salubrité. Donc, la police de la salubrité, quelles sont les règles? Donc, on a une carence fautive, hein, toujours. Si, par exemple, l'eau est impropre, si on a une évacuation des eaux usées qui est insuffisante, ou s'il y a des dépôts sauvages non contrôlés. Donc là, c'est assez simple, hein, là-dessus, je ne m'étale pas. Ensuite, la police de la tranquillité publique. Et là, vous allez retrouver ce que je pense vous retrouvez souvent dans vos commerces, à savoir le bruit, les nuisances sonores. Quelle est la règle? Donc le maire doit intervenir en temps utile contre les nuisances sonores. Et qu'est-ce que ça veut dire en temps utile? C'est-à-dire que avant qu'il y ait éventuellement des nuisances, vérifier que l'intervenant en question respecte la réglementation. Je pense notamment à si vous mettez des scènes de spectacle, vous avez une réglementation concernant le nombre de décibels autorisés. Donc vérifiez déjà que l'entreprise qui s'occupe du spectacle a bien, par exemple, un limitateur de son si besoin ou quoi que ce soit. Et ensuite, s'il y a des nuisances, par exemple, aller faire constater de manière très régulière le fait qu'il y en ait, pour ensuite pouvoir justifier le fait d'interdire soit certaines activités passées une certaine heure, soit l'encadrer. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y aurait Je des pense que... questions, notamment sur cette question de police des tranquillités publiques? Est-ce que c'est une question récurrente que vous vous posez concernant notamment la prise d'un arrêté pour les horaires d'ouverture et de fermeture de vos débits de boissons et restaurants sur vos territoires respectifs? Est-ce que Ah, il y a une question. Madame Garniche, allez-y, prenez la parole.
Bonjour à tous. Oui, j'avais une petite question. Je me demandais, est-ce qu'on peut, avant même l'ouverture d'un commerce, interdire l'ouverture en fait, sous prétexte que, voilà, par exemple, je pense à un Coxy Market qui s'installe dans une zone pavillonnaire et qui va attirer des personnes alcoolisées le soir et qui vont déranger les voisins, par exemple. Est-ce que avant même qu'il ouvre, on peut refuser en prétextant ça? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où si vous voulez éviter ce genre de commerce, il faut surtout éviter qu'il s'installe. Donc, effectivement, il faut prendre toutes les mesures nécessaires avant. Alors après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et là, c'est du cas par cas. Donc, vous, c'est le cas d'un Coxy Market avec, il va très certainement vendre de l'alcool. Est-ce qu'il va vendre de l'alcool, du coup, par exemple, je sais pas moi, à des mineurs, ou est-ce qu'il va vendre de l'alcool à toute heure? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez réglementer et du coup aller faire constater. Également, avec votre PLU, vous pouvez restreindre le nombre de commerces, ou en tout cas le type de commerce qui s'installe à tel endroit. Pour votre Coxy Market, vous pouvez demander avant l'ouverture tout ce qui concerne les activités possibles, c'est-à-dire leur dire, bah, écoutez, nous, on a une interdiction, par exemple, de vendre de l'alcool passé 20 heures. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous vendez? Donc, on voudrait que vous vous assuriez. Et puis, dès le moment où c'est contrevenant, bah, là, vous pouvez fermer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je continue? Ouais, petite question, Aurit, Oui, nuisances type nuisances olfactives, je pense notamment aux restaurateurs par oui, rapport à l'absence éventuelle d'extraction ou en tout cas aux normes. oui. On est d'accord que là aussi, la mairie a un pouvoir de police et est en capacité d'agir sur les nuisances Oui, olfactives. oui, oui, D'accord. tout à fait. Alors, les nuisances sur les nuisances olfactives, excusez-moi, sur la restauration, il y a deux possibilités. Un vers le juge judiciaire et l'autre juge administratif. Donc déjà, la mairie a son pouvoir de police administrative puisque la nuisance olfactive, ça en fait partie, hein. Donc pareil, il faut aller constater régulièrement qu'il y ait des odeurs, etc. Ensuite, s'il y a des odeurs et qu'il n'y a pas d'extraction, ça veut dire qu'il y a très certainement, il contrevient au règlement de copropriété de l'immeuble. Donc là, vous avez aussi cette deuxième possibilité d'aller, voir le syndic de copropriété en disant: «Voilà, je veux avoir le règlement de copro pour vérifier», et si le syndic, lui, également est également mécontent, et ben, le syndic peut également intenter une action en résiliation du bail. Donc le syndic peut intenter une action, le bailleur également peut intenter une action, en fonction de ce qui est écrit dans le bail, mais généralement, le fait de, jouir de son local de manière paisible et cetera, c'est une clause classique qui se retrouvera, dans tous les baux. Donc je m'inquiète pas sur le fait que cette clause existe dans, tous les baux. Donc le bailleur peut, le syndic peut et la mairie peut. Mais la mairie, il faut bien comprendre qu'elle ne peut que s'il y a, des nuisances, sur le domaine public. C'est-à-dire que s'il y a si c'est à l'intérieur du restaurant et que ça ne dépasse pas, la porte d'entrée du restaurant, il peut rien se passer. Par contre, si on a, des effluves qui sortent et qui sont très importantes et que ça va sur le domaine public, donc le trottoir, et que c'est de la rue, là oui, tout à fait. Merci, Aurit. Je t'en prie. Maintenant, nous allons voir la différence entre les polices spéciales et les concours de police. Donc on va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que la police spéciale? Donc la police spéciale, c'est, une police qui est créée par un texte, pardon, spécifique, est confiée à une autorité déterminée, donc souvent c'est l'État, hein, la police spéciale, c'est ça, hein, avec des procédures, objectifs et moyens particuliers. Et à quoi elle sert cette police spéciale? Elle sert à neutraliser, à compléter ou à évincer complètement la police municipale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la police spéciale existe, elle est exclusive, donc le maire ne peut plus agir, même au sein de, son pouvoir de police générale. Alors, je vais vous donner, un exemple. Un pouvoir de police spéciale, c'est celui du préfet en matière de sécurité, des grands événements, par exemple. Donc là, je parlais des manifestations et cetera, les ERP.
Également, alors pour ceux que ça concerne chez vous, je sais pas, en tout ce qui concerne les pesticides, les antennes relais, les installations classées, ICPE, typiquement, ça, on est sur du pouvoir spécial. Donc ça, c'est le premier principe. Ensuite, vous avez, dans certains domaines, les polices spéciales sont partagées, c'est-à-dire que la police spéciale ne désactive pas intégralement la police municipale, mais ils vont chacun avoir leur domaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire va rester compétent pour les mesures d'urgence en cas de danger grave. Par exemple, le maire peut interdire l'accès à un camping, même autorisé par le préfet, s'il y a besoin. Et donc, s'il y a un danger grave, il peut le faire. Deuxième point, donc là, je vais aller un peu dans le détail sur, par exemple, la sécurité incendie et les ERP. Ça, vous devez le voir souvent. L'ERP et la sécurité incendie, c'est de la police c'est de la police spéciale, par exemple. Par contre, excusez-moi, c'est de la police spéciale, c'est le préfet qui est responsable. Mais le maire va conserver son pouvoir de police générale pour la fermeture d'un ERP en cas de danger imminent. Donc risque pour les personnes. C'est ça un danger imminent. Souvent, c'est ça. Troisième exemple, tout ce qui est assainissement et déchets. On a une police spéciale eau qui est possible d'être transférée à l'EPCI. Ensuite, vous avez le concours de police, c'est-à-dire que là, les deux s'empiètent. Ça va se juxtaposer. Et c'est le cas le plus délicat pour les élus parce que là, il faut vraiment savoir quel est votre domaine de compétence, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Jusqu'à présent, c'est assez simple. C'est soit la police spéciale, elle prend votre place, donc dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Soit vous avez chacun votre domaine. Donc en fait, c'est plutôt simple, hein. Il y en a un qui a, je ne sais pas, le cas A et l'autre le cas B. Et le concours de police, la police spéciale, le concours de police, la police spéciale partagée, c'est plus compliqué parce qu'on est imbriqués, les deux. Et donc là, c'est plus compliqué pour déterminer ce qui est de votre ressort et ce qui est du ressort de la préfecture. Donc, dans quel cas il y a un concours de police? Dans le cas où, alors je viens de l'expliquer, hein, donc la police spéciale est exercée par l'État, mais que le maire garde sa capacité d'intervenir via sa police générale, et quand il n'empiète pas sur un objet précis de la police spéciale. C'est-à-dire que si on est sur une compétence propre de la police spéciale, il n'y aura jamais d'imbrication possible. Jamais. Par exemple, dans quel cadre on peut avoir une imbrication? Typiquement, un cas où on a une police spéciale, mais où le maire va pouvoir agir par-dessus, de manière complémentaire, mais pour un autre motif d'ordre public que celui énoncé par la police spéciale. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire. Je vais vous donner des exemples, comme ça, ce sera plus simple. Exemple de concours de police. Premièrement, on va mettre circulation plus événements culturels. Préfet, il a la police spéciale de la sécurité générale, mais le maire, lui, va s'imbriquer sur tout ce qui est circulation, stationnement et nuisance. Le péril imminent, avec les ERP. Donc c'est péril imminent plus ERP. Le préfet, lui, s'occupe de la commission de sécurité, mais le maire garde sa compétence pour la fermeture immédiate en cas d'urgence. Troisième exemple, pollution sonore plus bar ou commerce. Donc le maire doit agir contre les nuisances, même si l'établissement répond aux autorisations préfectorales. Alors, quelles sont les conséquences sur la responsabilité quand vous avez une imbrication comme ça de police spéciale et de police générale? Donc, quand c'est la police spéciale exclusive, que la compétence du préfet, le responsable, c'est l'État. Quand on a une police spéciale partagée, donc si le maire n'agit pas dans son champ résiduel, c'est la faute simple de la commune. Et enfin, s'il y a ce police spéciale et la commune pour la police générale. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais vous faire un petit cas pratique du coup.
question de Camille Da Allez-y. Silva. Vas-y, Camille. Oui. Sur les ERP, du coup, comment ça se répartit? Parce que en fait, donc là, vous dites la compétence, elle est au préfet, Elle est aux deux. mais C'est une compétence partagée, le RP. du coup, ça s'organise comment? Qui est compétent sur quoi sur le RP? Elle est partagée. Alors, attendez, le RP. Le préfet s'occupe de tout ce qui est commission de sécurité et le maire, c'est tout ce qui concerne le péril imminent. Donc, fermeture immédiate en cas d'urgence. Je me permets d'intervenir, mais pour moi, la police spéciale des ERP, c'est celle du maire. Le préfet, il a juste l'organisation des commissions de sécurité. Et par contre, c'est une police spéciale du maire au nom de l'État. Oui, donc du coup, c'est l'État qui est responsable. Oui, mais via le maire. Pas la commune, mais c'est Oui, bien le maire oui, qui est... parce que le maire, il peut agir sous deux fonctions. Soit il agit au nom de la commune, soit il agit au nom de l'État. S'il agit au nom de l'État, c'est l'État qui est responsable. Ça fonctionne comme si il était dans le package préfet, etc. Alors que s'il agit au nom de la commune, on est sur la responsabilité de la commune. Mais le RP, effectivement, le préfet, c'est ce que je vous expliquais, il a le pouvoir de tout ce qui est commission de sécurité. Et le maire, il a le pouvoir des périls imminents, etc. Mais- Non, c'est Effectivement, plus que ça. Hein. C'est le maire, il a le péril imminent, c'est pouvoir de police, code de la construction et de l'habitation. Donc ça, c'est aussi un pouvoir de police spécial au nom de l'État. En matière de RP, c'est un pouvoir de police, mais c'est pas du péril imminent, c'est de la fermeture, c'est de la police spéciale ERP. oui. C'est pas la même que celle des bâtiments menacés en ruine. Ah non, C'est non, deux c'est pas la polices même chose. spéciales Non, 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 non. distinctes. Non, non, c'est pas. Non, non, je suis d'accord avec vous, hein, je suis d'accord. Mais par exemple, sur les ERP de 5e catégorie, il n'y a pas de commission. Non, c'est une police spéciale du maire exclusive, D'accord. mais au nom de l'État. Mm. Et Tout à donc fait. là, selon les décisions, alors après, il y a le SDIS, tout le monde rend des avis, mais je veux dire, la décision qu'il rend, La décision et la responsabilité, c'est le maire. C'est le maire. c'est donc, voilà. C'est La le maire, commission mais au nom de l'État, en fait. au nom de l'État. D'accord. C'est pas le Et maire au nom de la commune. c'est ça. Et le SDIT n'intervient qu'en cadre de conseiller technique. Mhm. D'accord. Petit cas pratique. La commune organise un marché hebdomadaire. Aucune mesure spécifique n'est prise malgré une forte affluence connue. Un client chute sur un câble électrique mal protégé. Le commerçant subit une baisse de fréquentation après l'accident. Question, qui est responsable et sur quel fondement? Tous les cas pratiques sont issus de la jurisprudence, hein, je ne les invente pas. Hein, donc, Là encore, n'hésitez pas à lever la main et à réagir et à répondre aux questions posées, hein. Après, il n'y a pas de... vous ne serez en aucun cas jugé sur la viabilité de la réponse que vous allez apporter aux questions posées, hein. L'objectif, justement, c'est de voir des cas d'espèce auxquels vous, en tant que collectivité locale, vous pourriez être confronté dans le cadre de l'exercice de vos activités respectives en tant que manager ou autre au sein de vos communes, hein. C'est des cas qui peuvent malheureusement vous être soumis sur vos territoires respectifs. vous organisez votre marché tous les vendredis, les samedis, les dimanches, enfin comme au jour que vous le souhaitez. Qui doit prendre les mesures de sécurité? C'est ça la question. Personne Non, veut c'est le réagir. maire. Donc, c'est Si, le si, c'est maire. le maire, c'est le maire. C'est le maire. Et sur quel fondement? Donc, c'est l'obligation de sécurité. Ensuite, le commerçant subit une baisse de fréquentation après l'accident. Ça, on l'a vu tout à l'heure. La baisse de fréquentation, c'est une responsabilité sans faute. Si le préjudice est anormal et spécial. Ensuite, une rue commerçante est piétonnisée pendant 18 mois pour travaux. Plusieurs commerces enregistrent une chute de chiffre d'affaires de 40%. Déjà, est-ce que la décision est légale de Oui. piétonniser la rue commerçante pendant 18 mois? Et deuxièmement, est-ce que les commerçants peuvent-ils être indemnisés?
Oui, Oui, dans les deux cas. tout à fait. Donc, la durée de 18 mois donc, doit être naturellement motivée par la réalité des travaux. Donc, ça, il faudra bien le, euh, le motiver. Et effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand plusieurs commerces enregistrent une chute d'affaires supérieure à 20%, la commune peut être responsable sans faute, mais juste du fait de la baisse de chiffre d'affaires qui est importante. Donc, préjudice anormal et spécial. J'ai une Allô? question, s'il vous plaît. Ah, Oui. allez-y. Par rapport au premier cas pratique, celui du marché hebdomadaire, s'il y a Oui. une DSP, est-ce que c'est quand même la commune qui est responsable en cas de chute comme ça? Ça dépend ce que vous avez écrit dans votre DSP. La D'accord. responsabilité, normalement, enfin, normalement, ça dépend ce qui est écrit dans votre DSP. Dans un cas, le DSP, donc le transfert de pouvoir, enfin de compétences, peut entraîner le transfert de responsabilité. Dans d'autres cas, non. Donc, ça dépend ce D'accord. que vous avez mis dedans. Ok, merci. Donc là, je vous avais fait un petit récap sur les compétences et les types de police et la responsabilité. Donc, on va voir maintenant les régimes spéciaux de responsabilité. Donc là, on a vu tous les cas où s'applique la responsabilité pour faute simple. Là, on va voir le reste. Donc, les régimes de responsabilité sans faute, c'est-à-dire que donc, on commence comme ça, et la responsabilité du fait des collaborateurs occasionnels. Ça, ce sont deux cas un peu particuliers. Premièrement, la responsabilité sans faute, ça joue même sans l'illégalité, même sans faute du maire. Et c'est trois grandes hypothèses. Il y en a une qu'on a vue un peu précédemment. Donc, voilà. Mais il y en a trois. Premièrement, le risque est ce qu'on appelle le risque exceptionnel. Donc, lorsque l'administration utilise des armes ou matériel dangereux présentant un risque exceptionnel, elle est responsable sans faute. Alors, typiquement, j'ai trouvé que de la jurisprudence sur les armes, hein, pas trop le matériel dangereux, donc j'ai trouvé les flashballs, les grenades et les armes à feu. Alors, l'application pour les élus, ça s'applique notamment aux opérations où la police municipale ou nationale utilise des armes non létales. Et la commune peut être condamnée sans que le maire ait commis la moindre faute. Ça, c'est important. Deuxième point, le préjudice anormal et spécial. On en a parlé rapidement sur la baisse du chiffre d'affaires de 40%. Quelle est la règle de droit là-dessus sur le préjudice anormal et spécial? C'est un régime de responsabilité sans faute parce que le pendant, c'est le principe de l'égalité devant les charges publiques. Donc, même une mesure de police parfaitement légale peut ouvrir un droit à indemnisation si elle cause un préjudice du coup anormal et spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Et on estime que la jurisprudence estime que ce principe-là prévaut sur un régime de responsabilité de faute simple. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir de faute. Exemple pratique, le sens de circulation qui coupe l'accès à un commerce ou l'interdiction de zone piétonne impactant un seul restaurant. C'est les deux jurisprudences qu'on retrouve le plus souvent sur le préjudice anormal et spécial. Enfin, troisième cas de la responsabilité sans faute, vous avez le risque pour les collaborateurs occasionnels. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand des particuliers participent spontanément ou à la demande de l'autorité, donc à la demande de la collectivité, à une opération de police ou de secours. Et s'ils sont, excusez-moi, blessés dans ce cadre-là, ou ils ont un dommage dans ce cadre-là, ils sont indemnisés sans faute. Donc, quelles sont les conditions de participation pour que les collaborateurs occasionnels puissent être indemnisés sans faute? Déjà, il faut que la participation soit gratuite, que la collaboration soit spontanée, sollicitée ou nécessaire, et que ça corresponde à une mission de service de police administrative ou de sauvetage. Donc, exemple tout simple, des habitants qui aident lors d'une inondation. Donc, il y a des inondations, vous avez des habitants qui spontanément vont aller aider d'autres habitants à sortir de chez eux ou quoi que ce soit. Ils sont blessés, ils vont être indemnisés sans faute. C'est un parent qui va intervenir sur un passage piéton pour sécuriser des enfants. Ça peut être un bénévole qui est blessé lors d'un secours improvisé. Une personne, je ne sais pas, fait un malaise dans la rue, vous avez des personnes qui l'aident, la personne qui l'aide se blesse également, et ben, elle peut être indemnisée sans faute.
Après, vous avez le dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire le maire qui agit comme agent de la commune plus agent de l'État. Donc là, je vais en parler rapidement. Je vous avoue que le dédoublement fonctionnel, ça peut faire un atelier à lui tout seul. Donc j'ai vraiment restreint pour que vous puissiez quand même avoir une idée. Donc le maire agit soit comme autorité communale, donc via son pouvoir de police municipale, et donc du coup, c'est la commune qui est responsable, soit comme agent de l'État. Donc état civil, élection, police judiciaire, etc. Et dans ce cas-là, c'est l'État qui est responsable. Alors, les conséquences, c'est quoi? Dans la plupart des cas, les fautes d'état civil, c'est l'État qui est responsable. Les fautes en matière d'ordre public, c'est la commune. Et les fautes personnelles détachables des fonctions, c'est la responsabilité personnelle de l'élu. Et donc, je ne vais pas plus loin sur ce pan-là. C'est vraiment juste pour que vous ayez une idée. Je vous ai fait une petite synthèse, du coup, sur la situation, le type de responsabilité, l'autorité responsable et la référence. Ensuite, est-ce que c'est clair pour tout le monde sur la police administrative? Alors, j'ai des petites questions pour vous avant de passer au deuxième point qui sont le deuxième point qui est le devoir des villes vis-à-vis des commerçants. Première question. Avant de prendre un arrêté de police, qu'est-ce que vous vous posez comme question? N'hésitez pas à réagir, hein. Là encore, hein, l'objectif, c'est que vous puissiez identifier les points sur lesquels vous pourriez, enfin, des problématiques auxquelles vous pourriez être confronté au quotidien pour l'exercice de vos activités en tant que manager ou chargé de mission commerce ou directeur en charge de ces thématiques et de ces problématiques-là dans vos communes respectives. Vous voulez prendre un arrêté de police qui va encadrer soit les horaires, soit les nuisances, soit vous voulez changer le sens de circulation, etc. Qu'est-ce que vous vous posez comme question avant de prendre cet arrêté? Alors, la première chose à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un trouble? Oui ou non? S'il n'y a pas de trouble, pas de mesure, parce qu'il y a un risque d'illégalité. Si on dit oui, oui, il y a un trouble. Autre question, le trouble relève-t-il d'une police spéciale ou d'une police générale? Qui est compétent? Est-ce que ça va être le préfet? Est-ce que ça va être le maire? Excusez-moi, juste de vous interrompre. Et la proportionnalité aussi peut-être de la décision? Oui, ça arrive après, en fait. Ok, D'abord, d'accord. est-ce qu'il y a un trouble? Après, qui est-ce qui doit prendre la mesure? Troisième point, effectivement, on vérifie la compétence résiduelle. Est-ce qu'il y a un péril imminent? Est-ce qu'il y a un autre fondement d'ordre public? Quel est le fondement d'ordre public qui va permettre la prise de l'arrêté? D'accord? Et effectivement, ensuite, on regarde si la mesure, elle est nécessaire, adaptée et proportionnelle. Alors, je vais passer au deuxième point. Alors là, je me suis plutôt basée sur un commerce s'installe dans votre ville. Qu'est-ce que vous devez faire ou pas? Donc, sur l'installation du commerce, premièrement, vous avez tout ce qui est enseigne et publicité. Alors, rapidement, c'est quoi la définition d'une enseigne et d'une publicité? Donc, c'est le code de l'environnement. Une enseigne, c'est toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce. L'enseigne, c'est donc un signe extérieur visible et qui est apposé sur une vitrine ou une façade et qui permet d'identifier et de signaler la présence et l'objet d'un local. Et la publicité extérieure, c'est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique. Ça correspond à une inscription, une forme ou une image destinée à informer le public. Ça peut être lumineux ou pas. Et c'est installé au sol ou apposé sur un mur, ou une bâche, ou un véhicule publicitaire ou autre. Quelle est la procédure? Dans les deux cas, c'est la même. Donc, c'est une autorisation administrative préalable pour l'installation d'une enseigne, qui est obligatoire dans les cas suivants.
Règlement local de publicité, donc la commune est couverte par un règlement, et donc du coup, on est obligé de s'y attarder. Les immeubles sont classés ou inscrits, et il y a des zones protégées. La demande doit être établie en 3 exemplaires à la mairie. La question qui va nous intéresser sur les enseignes et les publicités, c'est cette fameuse réglementation locale. Ce règlement local de publicité qui va prévoir des dispositions particulières liées aux spécificités locales. Donc, ce n'est pas obligatoire, encore une fois, hein, ce règlement local de publicité, mais si vous pouvez le mettre en place. Question. Que faire en cas de non-conformité d'une enseigne, d'une publicité ou d'une préenseigne? Donc là, on est sur le pouvoir de contrôle et de sanction. Donc, vous avez des enseignes ou des publicités qui contreviennent à ce règlement local de publicité. Premièrement, vous avez des sanctions administratives. Donc, la procédure, qu'est-ce que c'est? C'est le procès-verbal d'infraction, en premier lieu. Donc, c'est un préalable qui est indispensable aux mesures de police et aux sanctions administratives et pénales. Qui peut constater? Qui est-ce qui peut prendre ce PV d'infraction? La police municipale, ou des fonctionnaires, ou des agents habilités. Une fois qu'on a fait ce PV d'infraction, qu'est-ce qui se passe? On va envoyer ce PV dans un délai de 5 jours au procureur de la République et à l'autorité compétente en matière de police. Pour le contrevenant, lui, le délai est entre 5 et 10 jours suivant la transmission au procureur. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur l'espèce de flèche du temps, vous avez l'infraction qui va se situer à un instant X, le PV d'infraction instant X plus 1. Dans les 5 jours, non X plus 6, on envoie au procureur et à l'autorité. Et à partir de ce X plus 6, on a 5 à 10 jours pour la transmettre au contrevenant. Alors, est-ce qu'il y a un délai max pour effectuer le PV d'infraction? Non, il n'y en a pas. Une fois qu'on a envoyé ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une procédure de sanction administrative pour avoir une amende, sachant qu'il n'y a pas de droit à l'erreur hein, pour le contrevenant. Hein, si il est comment dire? S'il est en infraction par rapport à la loi, une amende sera automatiquement et obligatoirement mise. Alors, quelles sont les obligations du maire préalablement à cette amende? Le contrevenant doit présenter ses observations écrites sous un délai de 1 mois sur le sujet de la sanction. Donc, en gros, on a eu le PV d'infraction, il a bien été transmis. Le maire dit, bah, moi, je veux mettre, faut que je mette une amende de X euros. Mais avant ça, je vais envoyer un courrier au contrevenant pour lui annoncer qu'il a un délai pour me donner ses observations écrites pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'il contrevient, pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas la législation. Alors, ça, c'est obligatoire. Le fait que le contrevenant doit donner ses observations par écrit. Et ensuite, le maire prononce l'amende par arrêté. Comment vous dire? Quand je dis que l'amende est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle doit obligatoirement être fixée et fixée au montant déterminé par le code. C'est-à-dire que le maire n'a pas de pouvoir d'appréciation. Il ne peut pas moduler le montant de l'amende. Donc le montant de l'amende, c'est 1 500 € max. Et c'est dû autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes constatées. C'est une cumule de sanctions administratives. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous voulez des exemples, mais je ne sais pas moi, l'encadrement est trop haut, paf, une infraction. 2, il n'est pas mis, il n'est pas dans le bon matériau, deuxième infraction. Et du coup, on va avoir un contrevenant, on va avoir une amende pour telle infraction, une autre amende pour telle autre infraction. Et au final, le montant peut être très élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, les mesures de police administrative. On a un arrêté de mise en demeure. C'est-à-dire que le maire va prendre un arrêté pour que soit demandée la mise en conformité, soit la suppression, sous 5 jours. Donc cet arrêté-là doit être motivé et comporter des éléments de fait et de droit, plus préciser les délais et voies de recours. Donc on notifie cet arrêté de mise en demeure au contrevenant et on lui dit, bah, monsieur, vous avez 5 jours, soit pour vous mettre en conformité, soit pour retirer votre enseigne ou votre publicité. Suite à ça, vous allez avoir une sanction pénale, donc sous astreinte.
Donc la sanction pénale, c'est l'astreinte, hein, je vais être très claire, hein. Donc c'est X euros par jour et par dispositif d'infraction. Question. Est-ce que le maire peut, en parallèle de l'astreinte, faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure? La réponse est oui. Il peut le faire, ça s'appelle l'exécution d'office. Par contre, les frais seront supportés par le contrevenant. Et par contre, le maire est obligé de notifier au contrevenant au moins 8 jours avant le fait que il ne veut pas faire les travaux, donc c'est la mairie qui va le faire, mais que les factures, ce sera lui qui va devoir les payer. Ensuite, les taxes. Alors, les communes ou certains établissements publics, donc les EPCI, ont soit des taxes obligatoires, soit des taxes facultatives. Donc, j'avais fait une petite liste sur les taxes obligatoires. Donc là, je vais vous faire juste la petite liste. Mais c'est les taxes obligatoires, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe additionnelle sur les propriétés bâties, CFE, CVAE, taxe sur les surfaces commerciales. Et ensuite, vous en avez qui sont facultatives. La taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, la taxe sur les friches commerciales. Donc, il y en a plein, hein. Je pourrais vous... voilà. La taxe sur les cessions de terrain, la taxe sur la gestion des milieux aquatiques, la taxe de balayage, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques, la taxe sur les activités commerciales saisonnières, taxe sur les enseignes et publicités extérieures et taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors, je vous signale simplement que sur les taxes, la taxe sur les activités commerciales saisonnières et la taxe d'habitation sur les logements vacants vont être remaniées. Donc, c'est en discussion actuellement. Donc bon, je vous tiendrai informé dès le moment où la loi est passée. Mais ils veulent simplifier certaines taxes, puisque certaines taxes reviennent aux communes, certaines taxes reviennent à l'État, et là, ils voudraient fusionner certaines taxes pour que tout revienne à la commune. Mais bon, c'est pas encore passé. Donc, je vous préviens comme ça. Cas pratique. Un adjoint au maire attribue systématiquement les meilleurs emplacements de marché à un commerçant local de confiance, sans procédure transparente. Question, quelle qualification pénale et qui est responsable? À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Moi, j'ai déjà eu le cas de personnes qui me disaient le maire connaît bien quelqu'un, il veut absolument le mettre sur tel emplacement. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, la réponse, c'est oui. Ouais, je pense que c'est toujours une question de justification, mais c'est pas parce qu'après il y a tout ce qui va concerner la distorsion de concurrence, je pense, hein. Il y a ça. Il y a ce qu'on Donc appelle aussi le après, délit de favoritisme. Ça, c'est ouais, du pénal. oui, c'est ça. Donc après, il faut vraiment que ce soit démontré plutôt que des on-dit, quoi. Donc effectivement, mais oui, c'est interdit, oui. Oui, c'est interdit, je suis d'accord avec vous. Mm. C'est du délit de favoritisme. Effectivement, c'est la liberté de concurrence qui est atteinte, donc c'est ce principe-là. Et donc, effectivement, la commune peut être responsable. Ensuite, l'AOT, donc l'autorisation d'occupation du territoire. Rapidement, définition de ce que c'est un obligatoire, la demande d'AOT est obligatoire et préalable à toute occupation privative. D'accord? Donc, attention, il n'y a pas d'autorisation tacite d'occuper le domaine public. Ça, je suis très claire, hein, c'est un délit de concussion, excusez-moi, c'est du pénal, hein, c'est du 5 ans d'emprisonnement. Alors, on a trois types même de principes d'AOT. On a le permis de stationnement, le permis de voirie et on a tout ce qui concerne les halles et marchés que là, je ne prends pas. Enfin, je ne vais pas traiter, je vais surtout traiter les deux premiers. La différence entre les deux, c'est si l'installation est temporaire et qu'elle n'implique pas une implantation ferme au sol. Donc, il n'y a pas d'emplacement ferme sur le domaine public. Donc, s'il n'y en a pas, c'est le permis de stationnement. Et là, on retrouve le permis de stationnement, ça va concerner tout ce qui est terrasse ouverte, les food trucks, les vides-greniers, la brocante, les fêtes foraines, etc. Et le permis de voirie, c'est l'inverse, c'est la terrasse ferme qui ne bougera plus. La demande d'AOT, bon, je pense que vous le savez, ça se fait auprès de l'autorité compétente, qui est celle qui détient la compétence de police de l'ordre public et du stationnement.
Et l'autorité compétente, donc la collectivité, va disposer de 2 mois pour rendre sa décision. Et je me permets, du coup, quelle Oui. forme juridique sur le permis de stationnement? Le permis de stationnement? Oui, C'est-à-dire oui. quelle forme juridique? Bah, parce que par exemple, nous, dans ma collectivité, on établit une convention d'occupation du domaine public pour notamment les food trucks. Alors, c'est pas la même chose, une convention qui est un acte bilatéral, Oui, qu'une AOT, qui est un acte unilatéral. Ce qui est très intéressant avec l'acte unilatéral, c'est notamment, la collectivité peut se permettre de retirer l'AOT avant son terme, et de manière complètement discrétionnaire. Sous réserve, dans certains cas, de payer une indemnité, aux commerçants, là, c'est vraiment en fonction des cas. Mais, la convention, du coup, ne le permet pas puisque, à moins de le prévoir dans l'acte. oui, oui, ça c'est tout à fait possible de le prévoir dans l'acte, mais nous n'établissons pas de permis de stationnement. Enfin, on établit une convention. Ben, ça, je sais pas quoi vous dire. Normalement, Ok, c'est une pas de AOT. souci. D'accord, bah écoutez, ouais. Merci. Je vous en prie. Chose importante, l'AOT ne peut pas être cédée. D'accord? Puisqu'elle est tout personné. Donc elle peut pas être cédée, elle peut pas être transmise. Donc ça, c'est important. En contrepartie, vous avez le paiement d'une redevance qui est obligatoire et le prix de la redevance varie en fonction de différents facteurs, donc l'étendue de la surface occupée, la durée d'utilisation, la valeur commerciale de la rue et le chiffre d'affaires de l'occupant. Alors, exemple, cas pratique que ce que vous allez pouvoir, vous êtes amené à regarder au niveau des AOT. S'il revient par exemple au maire d'accepter ou non la tenue d'une manifestation sur son espace public. Et il porte la responsabilité de ses décisions. Par exemple, l'implantation des manèges, par exemple. C'est lui qui décide de l'implantation, il doit vérifier que ça ne présente pas de risque pour la sécurité publique. Exemple d'interdiction, c'est une interdiction d'exercer un commerce de restauration rapide sur le trottoir en raison de nuisances présentées. Donc là, il y avait bruit, odeur et les détritus, typiquement. Et très important pour une AOT, l'objectif du maire ne peut pas être la protection des commerçants locaux. Je vous ai fait ça très court. L'AOT, je peux y passer 2 heures, hein, je l'ai déjà fait. Mais pour que vous puissiez avoir les idées générales. Le principe, vous, en termes de responsabilité, ça va toujours être que votre AOT, si vous l'acceptez ou si vous la refusez, elle doit être motivée, toujours. Que vous ne devez pas faire de distorsion de concurrence vis-à-vis des commerçants sédentaires de votre ville, c'est-à-dire par exemple sur, je ne sais pas moi, un food truck qui fait des pizzas, vous le refusez parce que vous estimez qu'il y a déjà suffisamment de pizzerias dans votre ville, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour lui refuser l'AOT, par exemple. Ensuite, vous avez le stationnement. Alors, le principe du stationnement, donc c'est le maire exerce la police de la circulation et du stationnement, hein, donc voilà, je vous apprends rien, à l'intérieur des agglomérations, sur les routes nationales et départementales et sur les voies de communication. D'accord? Les compétences du maire s'étendent sur toute l'étendue de la voirie publique de la commune et de ses dépendances, donc parc de stationnement, chaussée, trottoir, bas-côté, fossé, etc. Quelle est la règle? La règle, c'est la liberté de circuler et donc de stationner. Les mesures de police doivent donc être l'exception et du coup motivées, vous vous en doutez. Les décisions du maire dans le cadre du stationnement doivent être donc du coup fondées sur l'intérêt de l'ordre public et de la sécurité de la circulation routière et extrêmement précises et motivées. Donc, pas d'interdiction générale et absolue, parce que cela a pour conséquence la suppression d'une liberté publique qui est celle d'aller et venir, et elle ne doit pas porter atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi. Donc pas de discrimination entre les usagers se trouvant dans une situation identique. Concernant spécifiquement les restrictions de circulation, donc elles sont possibles dès lors que les conditions qu'on a déjà vues sont remplies, donc justification par ordre public, motivée, adaptée, nécessaire, proportionnelle. On en a déjà parlé.
Sur le stationnement payant, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Donc, souvent, on utilise des justifications de la rotation plus rapide des véhicules en stationnement pendant les périodes où une fluidité est nécessaire. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le conseil municipal doit décider des emplacements réservés et du montant du forfait. Et ce sont les communes, EPCI ou syndicats mixtes qui sont compétents et qui perçoivent les recettes de la redevance de stationnement. Et tout ça se fait par délibération du conseil municipal et arrêté du maire. Sur le montant de la redevance, est-ce qu'il peut y avoir des tarifications gratuites? Oui, pour les résidents, ou ça peut être aussi une redevance qui peut être modulée en fonction de la durée du stationnement. Donc tout ça, c'est à vous de regarder. Alors, sur le contrôle du stationnement, donc là, on a plusieurs personnes qui peuvent, enfin plusieurs agents. Donc les agents de surveillance de la voie publique, les agents assermentés, policiers municipaux, ou toute personne dès lors qu'elle répond aux conditions d'agent assermenté. Alors, il est également possible de réserver de manière exceptionnelle certains emplacements de stationnement de manière temporaire pour faciliter l'exercice de certaines activités qui sont justifiées par l'intérêt général, donc tout ce qui est marché, vide-grenier, etc. Ensuite, vous avez les horaires d'ouverture. Ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais sur la réglementation des horaires d'ouverture, ça dépend d'un arrêté. Donc, on a un arrêté départemental qui fixe les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, et ça s'applique également aux débits de boissons temporaires. On a l'arrêté préfectoral et le maire peut fixer des horaires plus restrictifs en raison de circonstances locales particulières. Et c'est le maire qui est compétent pour cela. Et donc là, on a différentes réglementations en fonction de si on est sur du commerce de détail non alimentaire, hôtel, café, restauration et la localisation du commerce. Donc quand on est sur du commerce de détail non alimentaire, il y a la possibilité de garder ouverts les établissements considérés comme nécessaires pour les besoins du public. Donc on a des listes qui sont établies sur Légifrance, notamment, vous les retrouvez. Le maire peut désormais décider d'une suppression du repos dominical 12 dimanches par an, ce qu'on appelle les dimanches du maire. Concernant les hôtels, cafés et restaurants, ils sont autorisés à ouvrir le dimanche afin de répondre aux besoins du public. Et enfin, concernant la localisation du commerce, ce commerce peut ouvrir le dimanche s'il se trouve dans une des zones suivantes: les ZTI, donc les zones touristiques internationales, une zone touristique simple, une zone commerciale ou les grandes gares. Remarque, les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche, mais doivent fermer à partir de 13 h. Ensuite, vous avez les déchets. Attends, excuse-moi, Alors, Aurit, les il y déchets, avait, oui, il y avait juste une question. Alors, est-ce oui, que tu auras la possibilité de fournir un modèle d'AOT pour un food truck, par exemple, ou une brocante, ou oui, pas? bien sûr, je me le Ok. note, modèle d'AOT, pas de problème. Parce que Madame Descodins demandait si cela était possible. Oui, oui, tout à fait. Je te remercie. Les déchets, alors depuis juillet 2016, les professionnels, et là, alors ça, c'est un peu, bon, c'est un peu, j'ai le mot en anglais, excusez-moi, qui me vient à l'esprit, c'est tricky, mais je l'ai plus en français. Donc, c'est les professionnels qui ont une obligation de trier les déchets, c'est pas la commune, c'est ça qu'il faut comprendre. Sauf qu'étant donné que les professionnels ont l'obligation de trier des déchets, par conséquent, les collectivités territoriales doivent mettre en œuvre une solution pour que ce tri soit possible pour les entreprises et les particuliers. Et il n'y a aucune autre réglementation, ça je vais insister dessus. C'est à vous de déterminer ce qui conviendra le mieux. Ensuite, vous avez les travaux, donc notamment les travaux de voirie, qui rentrent dans les dommages permanents et qui peuvent causer des préjudices économiques. Donc, soit par la privation totale d'accès, qui ouvre droit à indemnisation. Ça, on en a parlé, mais vous refaites la voirie, vous ne pouvez plus accéder à vos commerces, du coup, indemnisation. Ou soit les restrictions aux difficultés d'accès au commerce, qui sont en fait, ça reste quand même les cas les plus fréquents. Mais les restrictions aux difficultés d'accès au commerce, donc on l'a vu sur la piétonisation d'une voie, par exemple, mais vous refaites juste, je ne sais pas moi, les canalisations à un endroit précis, ça devient plus compliqué pour y accéder. On est sur, dans ce cas-là, clairement,
la responsabilité sans faute avec le préjudice, anormal et spécial. On retombe sur ce que j'ai expliqué avant. Il faut tout de même, pour les travaux, qu'il y ait un lien de causalité. C'est-à-dire qu'il faut un préjudice subi et un lien donc il faut un lien de causalité, c'est-à-dire il faut un lien entre la baisse du chiffre d'affaires et la décision de la mairie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ce que d'ailleurs va regarder le juge. Donc là, j'ai un exemple, mais je vous l'avais déjà donné. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'en avez pas, Si, alors, juste, oui, juste si je puis me permettre, parce que c'est juste par rapport à la voirie, en fait. oui, Et notamment, par exemple, sur un marché, vous avez donné cet exemple de quelqu'un qui tombe parce qu'il y a un défaut d'entretien ou la ville a laissé quelque chose. Mais c'est quand même assez fréquent et pourtant la ville ne réagit pas toujours là-dessus et j'en suis toujours assez étonnée. Pourtant, on sait qu'il y a ce risque-là. Mais du coup, en fait, il y a quand même, juridiquement, il y a quand même, si par exemple le dommage, enfin non, le problème est visible, il y a aussi quand même là une responsabilité aussi de l'usager. Enfin, vous voyez, c'est pas une responsabilité, j'imagine, à 100%. Enfin, alors, dès le moment où la mairie est en carence, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas ce qu'il faut, c'est elle qui sera responsable. Oui, alors donc du coup, ça veut dire que sur une voirie, il y a un trou. Ouais. Même si le trou est visible, mais que la ville, le temps qu'elle fasse le nécessaire, ne l'a pas signalé via quelque chose qui doit, en plus, j'imagine que s'il y a un souci, bah, justement, l'équipement, enfin, ce qui aura été mis en place par la ville, bah, sera aussi analysé. Donc, si la ville met quelque chose, en tout cas, et si malgré tout la personne se fait mal, enfin, tout ça va rentrer en compte. Ah oui, ça met en compte. Voilà. C'est-à-dire que si vous Ouais. avez un trou et que vous mettez un petit panneau, vous Mm. entourez avec les petits filets Ouais. en disant attention, chaussée bientôt en travaux ou je sais pas quoi, ou attention, chaussée déformée, enfin ce que vous voulez, ou attention, il y a un trou. Oui, bien sûr, si la personne tombe quand même, ça va être pris en compte par le juge. Ok. Oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Donc là, vous avez un petit panel, enfin même un panel assez complet de les pouvoirs de police administrative de la commune. Comme vous pouvez le constater, alors moi j'ai essayé d'aller vraiment point par point, mais vous vous rendez bien compte que c'est réellement un jeu d'équilibriste entre les principes généraux qui sont d'un côté et le risque concret de l'autre. Donc c'est à vous réellement de faire cette balance. Et malheureusement, à part faire des listes à la Prévert de ce que décide le juge, tout ce que moi je peux vous dire, c'est de faire très attention à ce que toutes vos mesures soient adaptées, nécessaires, proportionnées, pour éviter au maximum le contentieux. Alors pour qu'il y ait un contentieux, il faut que les personnes portent plainte, hein, on est bien d'accord, hein. Mais c'est déjà arrivé, hein, on a quand même foison de contentieux à l'encontre des villes. Donc bon voilà, soyez vigilants, faites attention. Sachez que ces outils-là peuvent aussi être utilisés pour aller à l'encontre de certains commerces qui seraient indésirables, entre guillemets. Donc il y a des possibilités via les pouvoirs de police administrative du maire de faire des choses, d'avoir des actions. Néanmoins, ça va se trouver quand même assez vite limité et très très vite, il faudra quand même une collaboration avec la police judiciaire. Donc je préfère vous prévenir parce que c'est la grande question du moment. J'ai une dernière question, si je puis me Oui. permettre. Donc, concernant les services vétérinaires, quand on a un souci, alors c'est mes collègues de la PM, en fait, parfois sollicitent les services vétérinaires quand ils savent qu'il y a un problème. C'est le principe qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, le maire ne peut pas faire fermer. Il faut d'abord, j'imagine, une analyse de l'État. Ah bah tout à fait, comme je l'ai expliqué, en fait, les pouvoirs d'enquête sont à la police judiciaire actuellement. Donc vous, à moins que vous ayez quelque chose de particulièrement visible sur la voie publique en plus, si ça se passe à l'intérieur Là, c'est du local, typiquement voilà. une boucherie, en fait. Oui, une boucherie. Ouais. Bah, la boucherie, par exemple, vous avez une boucherie
Soit vous pouvez constater que quand elle se fait livrer sa viande, ben, le camion n'est pas réfrigéré, que la viande est laissée par terre, que machin. Ça, c'est votre pouvoir de police administrative parce que vous constatez visiblement des déchets ou en tout cas quelque chose sur la voie Et publique. ce pouvoir, je Si l'appelle comment, celui-ci? c'est votre pouvoir de police administrative. D'accord, ok. Soit ce que vous pouvez faire, c'est se mettre en lien avec les différentes autorités. Et donc là, vous pouvez demander à ce qu'il y ait une descente pour l'hygiène, par exemple, pour, je ne sais pas moi, l'ERP typiquement, puisqu'on fait rentrer du public. Et là, et vous pouvez prévenir également les autorités de police judiciaire pour qu'ils fassent des enquêtes en disant, voilà, moi, je soupçonne que ça ne va pas pour telle raison, telle raison, telle raison. Venez. Hmm, Et c'est un travail de coordination, si vous voulez. Pour hmm. l'instant, c'est un travail de coordination qui est efficace en fonction de la volonté du préfet. Je vais être très claire, hein. C'est en fonction de la volonté du préfet. Aujourd'hui, ce qui est discuté à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est justement de pouvoir déléguer une partie de cette police judiciaire au maire pour justement, pour ces cas-là, qu'il n'y ait plus besoin de cette collaboration qui peut des fois, bah, du coup, prendre du temps et on va se retrouver sur des fermetures administratives de 1 mois et après ça réouvre, etc. Donc, pour avoir quelque chose, pour pouvoir que le maire puisse prendre des mesures, prendre des mesures qui sont plus efficaces. Donc ça, c'est ce qui est actuellement discuté. Donc, moi, j'espère que ce sera voté parce que beaucoup de maires, moi, quand je fais mes interventions, me racontent qu'ils ont beaucoup ce genre de difficultés, que ce soit des jeux d'argent, des commerces qui vendent de l'alcool, de la vente de cigarettes, etc. Et c'est vrai qu'ils se trouvent confrontés à eux ne pouvoir que cumuler des preuves, donc amener les agents de police pour constater des choses, mais qui doivent être sur la voie publique et à l'extérieur, hein, donc on est vraiment là-dessus pour ensuite aller voir le préfet et de dire, voilà, moi je constate ça, 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 s'il vous plaît, faites quelque chose. D'accord, le maire ne peut pas de lui-même faire fermer. Bah non. Bah, par rapport à Sauf ses sauf s'il y a des problèmes sur la voie publique. Sauf s'il y a on a une infraction au nom de la police judiciaire. Mais D'accord. souvent, là où ils sont malins, c'est que ça apparaît pas trop. C'est pour ça Non, que non, mais là, on a de très la souvent, il y a viande. une collaboration avec la police judiciaire. Oui, mais moi, j'ai par exemple, pour terminer sur cet exemple, mais des clients qui se plaignent, hein, puisqu'on a des mélanges enfin bon, c'est affreux, la viande avariée, etc. Donc, s'il y a, il y a vraiment, on a vraiment un problème avec cet établissement-là. Donc, je pensais que le maire, au titre de son pouvoir de police et par rapport à la population, pouvait faire fermer. Non, là, il doit faire venir les services d'hygiène, qui eux vont Oui, non, pouvoir mais fermer d'accord, oui, tout à s'ils fait. constatent. Mais vous, c'est de D'accord. votre devoir, c'est de la responsabilité, en tout cas, c'est le devoir d'un maire Oui, d'aller prévenir les agents d'hygiène en disant faites une descente parce que là, il y a un problème. parfait. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non? Bah, Julien, je te laisse. Je vous Bah, remercie en tout cas. merci Et je beaucoup, vais Aurite, laisser pour... Julien Ah, terminer. attendez, il y a une question. Ah, Monsieur Deneville. Non, allez-y. non, 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 je Ah, disais pardon. Ah, justement qu'il j'ai n'y cru. avait, Excusez-moi il y avait alors. plus d'autres questions, je vous en prie. Donc, en tout cas, merci Aurite pour cette présentation, voilà, des devoirs et des droits des collectivités territoriales, et notamment ce rappel exhaustif sur les pouvoirs de police administrative des collectivités et sur euh, les questions liées à l'installation du commerce, ce qui peut être fait et ne pas être fait par une collectivité en la matière. De toute façon, comme je l'ai dit, à la fois le support sur lequel s'est appuyé Orit ainsi que le replay de notre atelier du jour sera disponible. En tout cas, pour ce qui est du support, je vous l'enverrai par mail à la suite de notre atelier du jour. Et je voulais également vous informer de deux choses. La première, c'est que le prochain atelier Rendez-vous des managers du commerce local aura lieu le 21 avril prochain et qu'il portera sur la sécurité des commerces avec une intervention conjointe des services de la gendarmerie et des services de la police nationale, à la fois sur la problématique de la sécurité physique des commerces, mais également sur la sécurité digitale, des commerces, parce que c'est des problématiques qui sont de plus en plus prégnantes pour nos commerçants dans vos différents territoires, en tout cas en termes de remontée, notamment la problématique de la sécurité digitale dès lors qu'ils font du e-commerce ou qu'ils ont une plateforme de vente en ligne de leurs prestations ou de leurs produits.
Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité organiser cet atelier, pour voir aussi dans quelle mesure vous pouvez vous rapprocher des services de gendarmerie ou de police nationale en fonction des services compétents sur vos territoires respectifs sur cette problématique de sécurité de vos commerçants au quotidien. Et également vous dire que à destination de vos commerçants, on organise début avril un webinaire sur la question de la facturation électronique, puisque vous savez que à compter de septembre prochain, les TPE doivent se mettre en conformité avec cette problématique de la facturation électronique. Et donc, on organise un atelier de sensibilisation, un webinaire qui aura lieu donc, le 9 avril prochain à midi, sur lequel je vais pouvoir vous envoyer le flyers pour que vous puissiez notamment informer les commerçants de vos territoires respectifs sur l'organisation de cet atelier. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre participation Merci. à ce rendez-vous du jour. Et puis, bah, écoutez, l'ensemble du service commerce et animation territoriale de proximité restera à votre disposition pour toute question complémentaire ou supplémentaire en lien avec la présence de des commerçants sur vos territoires et la réglementation en la matière. Voilà. Merci Très Merci bonne À très beaucoup. journée à vous. bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. Au revoir. revoir. Bonne journée.